Qu'est-ce que l'on attend? On ne sait pas. Ce qu'on veut, c'est trouver quelque chose. Et si possible, quelque chose de beau. On peut tomber sur quelque chose d'exceptionnel, comme on peut tomber sur absolument rien. Ça fait partie du travail, quoi. Si on ne fait pas les sondages à un certain endroit, on ne peut pas savoir si à cet endroit-là il y a quelque chose ou pas. Je m'appelle Aurélie. En 2017, j'ai décidé de reprendre mes études en archéologie et préservation du patrimoine subaquatique à l'université de Perpignan. C'est comme ça que 2 ans plus tard, je débarque avec ma caméra sur le chantier de Lens des Reguers 2 dans le but de suivre une équipe de plongeurs en quête de vestiges archéologiques. En cours de fouille, c'est une série de courts-métrages sur le thème de l'archéologie sous-marine. Le premier épisode s'intitule « La vie ordinaire d'un archéologue sous-marin ». On y fait connaissance avec les membres de l'ARESMAR, une association qui conduit depuis 1988 des recherches archéologiques au large des côtes catalanes, sous le contrôle scientifique du service du ministère de la Culture, le DRASM. Alors c'est un chantier qu'on a décidé d'organiser avec Oscar Nguentra, à l'issue effectivement d'une opération de prospection dite instrumentée, sur laquelle on a mis en œuvre en 2016 un sonar à balayage et un sonar de sédiments, qui nous ont orientés sur le site sur lequel on travaille, puisqu'on a détecté au sonar à balayage des anomalies de relief, de substrat, qui laissaient penser qu'on pouvait avoir des éléments archéologiques. En sachant que l'année dernière, on a effectué une plongée de repérage, enfin plusieurs plongées de repérage sur ce site, et qu'à chaque fois, sur le secteur qui paraissait intéressant à l'issue des prospections instrumentées, on a découvert des fragments d'amphores. Plutôt des fragments d'amphores, initialement, du 1er siècle avant notre ère. On a fait une prospection circulaire de 20 mètres pour repérer un peu, pour retrouver la zone qu'on avait prospectée l'année dernière. Vous verrez, c'est une zone où il y a des tuyaux qui viennent des constructions d'une urbanisation de la côte. Alors ce sont des tuyaux modernes qui sont un peu partout. Mais par contre, ça nous permet de savoir un peu où nous sommes. Et en plus, on a trouvé quelques morceaux de céramique. Non, là, ça ne nous dira rien. Est-ce qu'il n'est pas un peu fin, la lèvre, justement? Ouais, c'est ça. Le... Non, mais c'est bel et bien, c'est bien une dresselle en A. Tout simplement. Voilà, on sera sur une dresselle en A franche. Voilà. C'est assez éclectique au niveau des productions. Il y a plusieurs bords, des pointes aussi.
et des fragments de panse, mais qui peuvent aussi donner des indications par rapport à l'observation de la pâte. On peut voir la nature de l'argile, les inclusions qui sont présentes dans l'argile, et ça peut donner des indications sur l'origine géographique. On privilégie les amphores qui sont bien identifiés. On les met dans le tessonnier de référence, pour lesquels on a déjà plein d'amphores différentes. On comparera les échantillons à la loupe binoculaire dans un premier temps, et après on peut lancer des analyses plus poussées pour valider les hypothèses émises avec les observations macroscopiques. Est-ce que c'est un gisement qui sera intéressant à exploiter, qui pourra apporter des éléments nouveaux dans le cadre des préoccupations actuelles de l'archéologie? On peut avoir un gisement globalement bien conservé, mais qui nous apporte des éléments sur ce qu'on connaît déjà très largement. Donc selon la période du gisement, on n'aura pas forcément le même degré d'exigence pour ouvrir derrière, pour aller vers une opération de fouille ou pas. Les éléments archéologiques, découverts lors d'une prospection visuelle un an auparavant, laissent penser à un possible naufrage du 1er siècle avant notre ère, renvoyant à la période de romanisation de la région, dont les modalités demeurent encore mal connues. La stratégie de fouille, mise en œuvre par les membres de la RESMAR, a pour objectif de couvrir le plus rapidement possible la zone archéologique potentielle par des sondages de surface réduite permettant d'ouvrir autant de fenêtres sur les vestiges éventuels. Ma fille étant archéologue, voilà, elle nous a fait visiter pas mal de chantiers en privé, donc c'est encore mieux que quand on est avec tout le monde. Donc on s'y intéresse aussi pas mal. J'ai joué dans les arènes romaines, j'ai découvert, on va dire, l'histoire, l'archéologie. J'étais passionné depuis que je suis môme. J'ai pas eu la chance de pouvoir faire des études ou aller dans ce sens-là, mais j'ai toujours eu cette passion-là. J'ai eu une formation sur le tas, comme on dit. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué ce que je devais faire, et puis après on m'a mis dans l'eau et j'ai, par mimétisme, j'ai reproduit ce que je voyais. Moi j'ai pas de formation d'archéo ni d'histoire, donc moi j'ai l'habitude du travail par contre des chantiers, donc j'essaie un petit peu de filer un coup de main là où je peux. Avant de faire ça, je faisais pas mal d'archéologie terrestre. Là, ce que ça apporte de nouveau, c'est le travail sous l'eau, parce qu'en soi, ça reste à peu près les mêmes tâches à faire. J'ai plus de 25 ans d'expérience de plongée dans différents domaines, aussi bien dans la plongée loisir que la plongée spéléo, vraiment très haute technicité, ce qui permet justement d'utiliser des méthodes vraiment purement plongées qu'on ne pensait pas utiliser en archéologie. Chaque fouilleur a un peu son profil. On sait que certains fouilleurs vont être plus à l'aise sur des travaux de dégagement plus intensifs que d'autres. Certains vont pouvoir faire du travail plus fin, seront plus à l'aise avec du dessin. Donc en fonction de ce qu'on pressent sur chaque temps et chaque secteur de fouille, eh bien on va affecter telle ou telle personne. Il y a quelques années, le monde associatif avait plus d'importance dans la pratique de l'archéologie, terrestre comme subaquatique. C'est quelque chose qui tend à se réduire en termes de responsabilité d'opération, mais il faut le conserver en termes d'intervention sur les opérations. Je crois qu'on a besoin d'avoir un retour vers la société de ce qu'on fait, et ce retour il passe par différents moyens, différents outils de médiation, mais aussi par l'intégration de personnes intéressées. C'est aussi pour eux quelque chose de formateur, c'est un retour vers la société qui nous finance. Ce qui est bien, c'est que dès qu'il y a une question, si on la pose à des gens qui ont un peu l'habitude, on a la réponse. Et puis si on l'a pas, on va la chercher. C'est des gens qui sont passionnés, ça sent. Ils transmettent très bien et facilement leur savoir. Cette idée de mettre un ancien au niveau, je trouve que c'est très bien. Avec nouveau, ça m'oblige à me dire, mais attends, il va falloir que tu lui expliques. Celui qui sait montre à celui qui ne sait pas ou aide celui qui ne sait pas. C'est comme ça que moi j'envisage la plongée et la plongée archéo aussi du coup. C'est marrant, on arrive là, on sait soi-disant rien faire, puis tout d'un coup, très vite, on se retrouve impliqué dans la machine, très vite impliqué dans les manœuvres.
les gens nous font confiance, finalement on s'aperçoit qu'on n'était pas si mauvais que ça dès le départ. Et très très vite, je prends des responsabilités, on nous les confie, on nous laisse faire, on devient une pièce essentielle très rapide, quoi. Ils ont tous quelque chose à m'apprendre en fait, et donc du coup voilà, moi c'est ça qui me plaît. Et puis en même temps de pouvoir mettre aussi mes compétences techniques au service de ça, c'est ça qui me fait plaisir. C'était sur quel le deuxième ou le premier? 6, donc on va faire le 5. C'est bon? Allez. Au final, l'opération a révélé des éléments variés et plutôt contemporains. Des céramiques de table de production industrielle, un flacon d'élixir médicinal, de nombreux fragments de métal oxydé, des plaques, des poutrelles d'acier. D'une manière générale, chercher, c'est aussi s'exposer à ne pas trouver.